Cela faisait 4 ans que Nathalie n'avait plus de nouvelles de son frère. Elle ne s'en inquiétait pas. Ses relations avec Denis s'étaient distendues avec le temps. Tu vois, avec Denis, là, ouais, ça c'était un repas en famille. Il faisait beau, il faisait chaud. Comme elle, son fils et son mari pensaient que Denis était parti dans le sud de la France refaire sa vie. Mais les gendarmes leur ont annoncé une mauvaise nouvelle. Il n'a pas mérité cette mort. Même un animal n'en ferait pas ça. C'est une choc. C'est vraiment une choc. Je n'ai pas de mots pour ça. C'est triste, c'est... Son frère aurait été tué par un homme qu'il pensait être son ami. Eugène Satori. Derrière le bon copain, se serait en fait caché un manipulateur aux tendances violentes. C'est dans son abri de jardin que le corps de Denis est découvert, dissimulé dans un fût d'huile de moteur. L'homme nie être l'auteur du crime. Pourtant, les enquêteurs découvrent que pendant plus de 4 ans, Eugène Satori complétait ses revenus en usurpant l'identité du mort. Comment Denis Garny serait-il tombé dans ses griffes? Retour sur une incroyable histoire. Pour comprendre ce drame, il faut d'abord dresser le portrait du principal suspect, Eugène Satori, un maçon de 50 ans. Son fils, Mike, nous emmène devant l'immeuble où vivait son père, à Detwiller, en Alsace. J'en tremble de nerfs. Voilà, c'est vraiment affreux ce qui s'est passé ici. C'est derrière ces murs que se serait déroulé le meurtre de Denis. Mais Mike a bien d'autres mauvais souvenirs avec son père dans cette bâtisse. Moi, j'ai vécu le calvaire ici. Hein. C'était le calvaire. Pas le droit de parler, pas le droit de dire ce qu'on pense. Tu fermes ta gueule, tu fais ce qu'on te dit et puis c'est tout. Marche ou crève. Voilà. Qui a imposé ça? Mon père. Depuis toujours. C'est un homme assez strict dans ses gestes, dans ses paroles. Et décrit comme violent par ses voisins, tellement qu'à la vue de notre caméra, bien que le maçon soit en détention provisoire, tous redoutent sa colère et nous prient de quitter les lieux. Je sais pas qui vous êtes. Le fils du propriétaire. Non, dégagez d'ici ou je t'appelle les flics. Allez, Direct. il vous en faut peu. Hein. Direct. Vous dégagez. Aïe, aïe, aïe. Vous avez 2 minutes, filez. Sinon, je prends mon téléphone et je téléphone à la gendarmerie. Je ne donne aucun commentaire. L'homme ne se serait pas contenté d'impressionner ses voisins. Il aurait parfois mêlé la parole aux actes. Le frère de cet homme dit avoir subi des menaces d'une extrême violence de la part d'Eugène. Il avait une hache à la main en agressant mon frère, quoi. On le sentait vraiment prêt à frapper, quoi, en fait. Ouais. Face à ces accès de colère, certains voisins auraient même décidé de déménager. En plus d'être un homme violent, selon son fils, Eugène serait aussi malhonnête. En 2006, le garçon était apprenti maçon auprès de son père, qui est alors victime d'un accident. On était à peu près à une hauteur d'un étage. Il y avait des ferrailles, mais beaucoup plus courtes, d'une hauteur d'une quinzaine de centimètres qui dépassaient. Donc il s'est accroché il s'est mis le pantalon, la ferraille dans le jeans. Il s'est laissé tomber comme ça en arrière, en me regardant droit dans les yeux, avec un petit sourire narquois. Son père tombe de 3 mètres. Pour la sécurité sociale, c'est bien un accident du travail. Mais d'après son fils, la chute aurait été programmée afin de toucher la pension d'invalidité à laquelle Eugène a désormais droit, plus de 1 500 € par mois. Des doutes qui seraient confirmés par des habitants du village. Boiter. Pas toujours. Ah bon? Ça dépend, quand les gens regardaient, ils boitaient. Et après? Vous regardez pas? Ça allait. 3 ans plus tard, Eugène Satori se lance dans des travaux d'envergure, la rénovation de sa maison de Detwiller.
Il fait alors appel à un maçon rencontré sur un chantier quelques années plus tôt, Denis Garny. À cette époque, Denis a du mal à se remettre d'une rupture sentimentale. Il noie son chagrin dans l'alcool et vit de petits boulots. De plus en plus marginal, il a perdu son logement et dort maintenant dans ce garage. Les travaux de la maison d'Eugène tombent à pic. Ils avaient l'air d'être assez proches en fait, tous les jours ensemble. Ils parlaient, ils rigolaient, c'était une relation amicale. Mais Denis, c'était quelqu'un qu'il fallait, ça se voyait, il fallait lui tenir la main, lui dire tu fais ça, tu fais... Et il le faisait. Comment cette relation apparemment amicale a-t-elle dégénéré? Après plusieurs semaines de sollicitations, un témoin capital a accepté de nous parler. Nadia, l'ex-femme d'Eugène Satori, affirme que son compagnon se comportait comme un tyran avec Denis Garny. Je voyais ce Denis parfois en larmes. Et j'entendais mon ex-mari l'engueuler. Allez, tu te lèves, on y va. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Mais où t'as encore mis ce matériel? Je disais parfois aussi à Denis, écoute, te laisse donc pas faire. Mais ils disent toujours non, c'est rien, t'inquiète pas. Eugène, il est gentil avec moi. On voyait que c'est quelqu'un qui avait peur quand même. C'était pas de l'amitié, c'était pas une complicité, c'était vraiment le bourreau et son esclave. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Denis aurait-il voulu fuir ces humiliations quotidiennes? Il annonce en tout cas à son entourage qu'il veut partir s'installer dans le sud de la France. Peu après, en 2012, il disparaît des écrans radars. À cette époque, Mike commence à travailler comme maçon en Alsace et il est surpris d'apprendre que son père a été embauché sur le même chantier que lui, mais sous un faux nom, celui de son souffre-douleur. Il me dit d'un air calme, je travaille aussi là-bas, mais pas sous le nom d'Eugène Satori, sous le nom de Denis Garny. En me prétextant que Denis Garny, vu son état au niveau de l'alcool, il fallait quelqu'un qui prenne le rôle de Denis pour le relever, le sortir de l'eau, quoi, la tête de l'eau. Et j'y ai cru. Chaque jour au travail, Mike doit faire semblant de ne pas connaître son propre père. Grâce à cette combine, Eugène touche un salaire sous le nom de Denis, tout en conservant sa pension d'invalidité. Pendant les 4 mois où il travaille chez eux près de Strasbourg sous cette fausse identité, le patron et le chef de chantier n'y voient que du feu. Bienvenue, bonjour, je m'appelle Denis Garny, voilà, je suis maçon confrère. Voilà. Il faisait entière satisfaction dans sa mission quotidienne. Et ouais, aucun soupçon par rapport à lui, plus que par rapport à une autre personne, quoi. Le patron se méfie d'autant moins qu'Eugène Satori est passé par une agence d'intérim. On n'est pas détective privé, quoi. Hein. On va dire, nous, notre travail, c'est des travaux de construction, quoi. Hein. Après, des agences nous transmettent des profils. Après, on va dire, pour nous, tout est clair en tant qu'entreprise utilisatrice, quoi. Alors qu'Eugène touche sa pension d'invalidité plus un salaire, le vrai Denis Garny, lui, croupit au fond d'un fût d'huile de moteur. Eugène Satori aurait continué son petit manège dans toute la région, brouillant les pistes en passant par différentes agences d'intérim. C'est à ce moment que Nadia, sa compagne de l'époque, nous raconte avoir découvert la supercherie. Je suis tombée donc sur une feuille, donc c'était une photocopie d'une carte d'identité, ou c'était la carte d'identité de Denis, mais il y avait la photo de mon ex-mari dessus. Sur le coup, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Nadia menace son mari de le dénoncer. Pour lui en faire passer l'envie, Eugène aurait usé d'une méthode traumatisante. Il m'a pris brutalement par le bras, on est descendu au garage, et puis il a pris un espèce de tuberboire, et puis il a ouvert le couvercle, et puis sous mon nez, il m'a montré un doigt. Un doigt humain? Oui. Et il a refermé cette boîte en disant si tu continues à me menacer ou à me poser des questions sur Denis, je te découpe ou je t'enterre vivante.
Eugène lui aurait raconté qu'il a coupé ce doigt à un inconnu lors d'une bagarre. Il l'aurait gardé comme un trophée. Terrifiée, Nadia se tait. La disparition de Denis n'aurait jamais été résolue sans un faux pas d'Eugène. Un jour, Mike demande à son père de lui ramener des affaires qu'il avait laissées chez lui. Quand le jeune homme ouvre un des cartons, il se met à suspecter son père. Et je vois tout un tas d'affaires, une veste, des pulls, une Bible. Je prends la Bible, je l'ouvre. Et à l'intérieur de cette Bible, il y a marqué « Cette Bible appartient à Denis Garny, né le nanani nanana ». Après, j'y repensais, l'usurpation de l'identité dans l'entreprise. En connaissant la dangerosité de mon père, de suite, ces éléments se sont enchaînés dans ma tête, se sont emboîtés. Je me suis dit, à ce moment-là, Denis Garny, il se passe quelque chose. Soit il est séquestré quelque part dans une cave, ou soit il a buté, quoi. Quand il interroge son père, il s'énerve et se borne à dire que Denis est à l'étranger, sans apporter aucune preuve. Tenaillé par ses doutes, Mike va mettre des mois avant de trouver le courage, en 2015, de livrer ses soupçons aux forces de l'ordre. Les gendarmes chargés du dossier mettent alors son père sur écoute. Des enregistrements qui confirment l'usurpation d'identité. Eugène Satori est placé en garde à vue. Il raconte aux enquêteurs et à son avocate, maître Géraldine Gostel, que l'usurpation d'identité avait été mise en place avec l'accord de Denis, bien avant sa disparition. Eugène, étant invalide, ne pouvait pas travailler légalement. Cet arrangement lui permettait de cumuler sa pension liée au handicap et le salaire obtenu sous le nom de Denis. Ils avaient convenu de cette combine, on va dire, et en contrepartie de quoi il percevait le salaire, et il lui reversait à M. Garny l'équivalent de 450 € par mois. L'argent serait-il le mobile du crime? Denis aurait-il réclamé une part plus importante du gâteau? À sa 25e heure d'interrogatoire, Eugène Satori craque. Il indique aux enquêteurs où il a caché le corps pendant 4 ans, mais refuse d'expliquer les circonstances du meurtre. Cause apparente de la mort, une blessure à l'arrière du crâne. Il a reconnu qu'il y a eu des coups qui ont été portés sur la personne de M. Garny. Est-ce qu'il explique une cause? C'est ce qu'il a pu expliquer en garde à vue, effectivement, un conflit. Un conflit et puis un passage à l'acte qui n'est bien évidemment pas réfléchi. Eugène Satori se défend. Il n'aurait pas porté le coup fatal. Le meurtrier serait l'une de ses connaissances. La famille de Denis, elle, n'y croit pas. Pourquoi il a fait ça? Comment ce Eugène Satori a pu vivre pendant 4 ans avec une fausse identité? On comprend pas, hein? Il y a beaucoup de questions en suspens comme ça. C'est dur de faire un deuil. Présumé innocent, dans l'attente de son procès, Eugène Satori est incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg. Suspecté d'escroquerie, de meurtre aggravé et d'actes de barbarie, il encourt la prison à perpétuité.